film la première fois à la Cinémathèque. Ça m'avait rappelé quelque chose il y a de très longtemps de cela, quand on a commencé un petit peu à se fréquenter. Donc ça devait être en 2000, 2012 peut-être, quelque chose comme ça, ou 2013, 2012 plutôt. Je me souviens d'une espèce de trip que vous aviez fait, Yacine, je pense, Faisal et toi, ou alors que Yacine et toi, je ne sais plus, dans le désert saharien. Écoute, effectivement, on avait fait un gros voyage dans le désert Alors attends, que je me trompe pas, c'était fin 2014, je crois. Mais j'ai un petit doute, c'était peut-être fin 2015, tu vois, Je commence à ne plus trop savoir à quel moment c'était. Ce qui est sûr, c'est que le film, le scénario était déjà bien avancé, parce que de toute façon, j'avais une première version de scénario en 2013 déjà, que j'avais ensuite profondément retravaillé, mais le squelette était déjà là, le gros squelette même. Et du coup, avec Yacine et un autre ami, qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui est un ami très proche, on était dans une période de nos vies où on avait besoin d'autre chose. On avait besoin de, on avait tous les trois traversé des moments un peu difficiles, euh, donc des choses très personnelles, et on avait eu envie de vraiment de se faire un voyage à l'ancienne où on partirait tous les trois, où on prendrait des risques, c'est-à-dire qu'on avait décidé de partir en voiture et d'aller jusqu'à Tamanrasset. Donc c'est Tamaracet. quand même un énorme périple. Et effectivement, je pense qu'on est parti un peu avec l'état d'esprit, tu sais, de ces Américains des années 60 qui allaient explorer leur territoire et, euh, et qui ont en fait qui ont fait beaucoup de films ensuite sur ce sujet-là, sur ces tripes-là, quoi. Donc c'était un peu ça le but, et en même temps faire une espèce de premier repérage, mais un premier repérage pas du tout technique si tu veux, plutôt spirituel, plutôt même si j'ai pris énormément de photos, j'ai filmé énormément aussi, ça m'a donné beaucoup de pistes pour par la suite faire de vrais repérages beaucoup plus courts, beaucoup plus ramassés, plus rapides, plus précis. Mais là vraiment je me suis laissé embarquer par le road trip en lui-même. Je voulais voir un peu les sensations réelles qu'on a en faisant je sais pas, c'est combien 2000 km 2000 km aller, 2000 km retour. Et vraiment, on avait cet état d'esprit, c'est pas pour me la jouer ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai connu une période un peu de dépression avant ça, où je voulais même arrêter le cinéma, je savais plus du tout si j'étais apte à faire des films, si ça en valait la peine surtout. Et ce voyage-là, vraiment, moi, ça m'a redonné envie déjà. Et ça m'a conforté dans l'idée de faire ce film, d'explorer ce territoire à ma façon, euh, mais sans trop le mettre en avant, sans trop. Enfin, vraiment, on voulait faire un voyage qui était l'inverse de la carte postale, dès le départ. Un voyage où il y aurait des risques, exactement comme les risques qu'allaient prendre les personnages. On se disait même en déconnant qu'on était prêt à ne jamais revenir, si tu veux, avoir un accident de voiture ou à se faire enlever. On était vraiment prêt à aller au bout de cette aventure et se dire qu'il n'y aurait rien après ça. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'on avait. Et on a passé 2 mois. Ça a duré 2 mois. Et c'était absolument magnifique avec tous les problèmes inhérents au road trip. C'est-à-dire, on a eu à un moment donné la voiture qui est tombée en panne. On était coincé à Timimoun. Enfin, on a eu toutes ces aventures-là qui ont vraiment, euh, comment dire, influencé ma manière de voir le film et de l'écrire. Enfin, de l'écrire. Disons que j'ai vraiment injecté dans le scénario tout ce que j'ai vécu pendant ce voyage-là. Et c'est très intéressant que tu en parles parce que c'est vraiment la clé, enfin, c'est vraiment le premier, la première impulsion de ce projet. C'était ce voyage qui était purement humain, qui n'était pas du tout calculé, qui n'était pas, c'était pas de vrai repérage, c'était vraiment une aventure humaine, quoi. Et magnifique, hein, j'en garde un souvenir incroyable, hein, d'ailleurs. Je sais même pas si je le referai un jour dans ma vie, ce truc-là. Mais quand on fait ce genre d'expérience, il y a un moment, on comprend un peu l'utilité du fait, enfin, on comprend que nous soyons là, quoi. On se dit, tiens, finalement, si j'existe, c'est que je peux être utile à quelque chose. Quand on vit ce genre de sensation-là. Euh, Oui et non, je sais pas si je me suis dit à ce moment-là que j'étais utile. Non, je pense pas, parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours cette pensée-là. Et ça influence beaucoup mon travail, je pense. Le fait que je me dise avec ou sans moi, ce serait pareil de toute façon. Euh, voilà, que je fasse des films ou pas, ça changera rien. Donc autant faire vraiment les films dont j'ai envie, avec toute la liberté possible, sans appartenir à aucun groupe. Voilà, ça c'est un sentiment qui est toujours là et qui limite
influence totalement ma manière d'aborder le cinéma. Mais concernant le voyage en lui-même, non, ça m'a surtout ramené à la vraie vie, en fait. Je pense qu'à force de rester dans des appartements, à écrire des scénarios, à imaginer des choses, je pense que c'est là où on perd un peu le but de ce qu'on fait. Et quand vraiment on se met dans la peau des personnages qu'on est en train d'écrire, euh, c'est là où la motivation revient. C'est-à-dire on se reconnecte avec la vraie vie, avec le paysage qu'on fantasme. On ne fantasme plus, on est dedans. Et avec tous les risques que ça comporte. Et justement, faire ce voyage de cette façon, c'est-à-dire en voiture, avec très peu d'argent, on avait très très peu d'argent, hein, c'est vraiment à l'ancienne, on nous envoyait même des mandats postaux et tout, quand on était trop dans la merde. Et vivre ça de cette façon, c'est un peu ramener aussi le désert à ce qu'il est dans le film, c'est-à-dire un endroit dangereux surtout. Vraiment un endroit dangereux, et le vivre comme tel. Et donc, à la fin, on en avait marre, on avait vraiment envie de rentrer à Alger. Et quand je suis rentré à Alger, j'ai senti un décalage extraordinaire. Et ça, c'était très important pour moi. Tout de suite après, je me suis remis à écrire et la version finale du scénario est arrivée très vite, en fait. Parce que, euh, parce que j'étais connecté avec ce que je racontais réellement. Il y a une vraie connexion vitale qui s'est mise en place. Parce que jusque-là, c'était de la théorie, en fait. Et, mais je pense que c'est le problème inhérent à toute œuvre, hein. C'est très difficile de se connecter à la vie et de ne pas s'enfermer dans son propre point de vue, et un truc trop froid, tu sais, qui est trop conceptuel, qui est trop détaché de la vie. Moi, j'ai très peur de ça à chaque fois. Donc voilà, c'était réinjecter de la vie dans ce projet. Et la deuxième étape de cette réinjection, c'est ma rencontre avec les acteurs. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, il fallait ramener de la vie dans ce projet qui était un peu trop conceptuel, si tu veux, trop basé sur des idées, sur des, euh, des concepts. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Je te Parce que co- c'est ce que j'ai fait avant dans mes courts-métrages. J'ai fait des courts-métrages qui étaient assez froids, assez conceptuels, assez. J'avais pas envie de continuer dans cette voie, en fait. Je suis très content de les avoir fait, mais je ne voulais pas continuer dans cette voie. Donc voilà, ce voyage, c'était réinjecter de la vie dans le projet. je peux me tromper, mais j'ai cette impression que le cinéma n'est pas forcément n'a pas forcément une place fondamentale Absolument. dans ton Ouais. rapport à l'art. Et je dirais même plus que tu ne sais pas faire que des films. Il y a aussi d'autres choses que tu peux faire. Et est-ce que cette manière de voir un petit peu la vie, à savoir à travers la musique, très important pour toi la musique, en plus de la jouer, tu la connais aussi. La littérature fondamentale chez toi, Oui, et d'autres figures artistiques, dont le cinéma. Est-ce que, voilà, ça, le fait d'avoir tout cela te permet, petit un, d'avoir une sacrée distance aussi avec ce que tu veux faire, et petit 2, d'être en vie, peut-être, d'être encore en vie. absolument. Ensuite, c'est des grandes phrases, peut-être de merde, je sais pas, mais absolument. Moi, l'art me sauve la vie, vraiment. Comment dire euh, Hmm. Comme disait Jim Morrison dans une chanson célèbre, Music is your only friend, tu vois. Et moi, je vois vraiment ça comme ça. C'est des amis pour moi. Il y a les musiciens, les écrivains, les cinéastes, les peintres, parfois aussi. Pour moi, ce sont mes meilleurs amis. C'est des gens que je comprends, j'ai l'impression qu'ils me comprendraient si on discutait ensemble. Peut-être pas, qu'importe. Mais ça me permet de me dégager un peu de ma vision du monde qui peut être très pessimiste parfois. Parce que je trouve le monde quand même très froid, très ban, très répétitif, très, très difficile pour moi parfois, je ne vais pas mentir. Euh, et tout ça, des sortes d'aération, des sortes de reconnexion, encore une fois. J'ai souvent utilisé ce terme, c'est me reconnecter à des choses plus profondes, qui me correspondent plus. Et carrément, moi, d'ailleurs, enfin, je suis pas un grand ciné, je me considère pas comme un grand cinéphile, par exemple. Je j'ai pas mis le cinéma au centre de ma vie en éliminant le reste, au contraire même. Ça m'empêche pas de voir beaucoup de films, de m'y intéresser, d'adorer ça, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est une façon de garder sa liberté aussi. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir faire des films d'une manière parfaite, en fait. Je ne veux pas être un grand scénariste non plus. Je veux écrire des scénarios sans savoir comment on écrit un scénario. Je veux faire des films sans savoir exactement comment on fait un film.
Je veux le faire de manière très instinctive et en me basant sur d'autres choses que quelle scène va claquer le plus, enfin voilà. Je sais pas comment dire ça, tu vois, là, je m'exprime sans doute très mal. C'est une manière de dire que si je ne regardais que du cinéma, si j'avais trop d'idées préconçues sur le cinéma, je serais un professionnel du cinéma et je pense que je m'ennuierais très vite en fait. Et surtout, je me sentirais obligé de répondre à certaines règles, à certains canons. Et les règles, c'est pas que dans le cinéma commercial. Pour moi, il y a tout un cinéma d'auteur qui a des règles aussi. Et c'est parfait pour se sentir appartenir à une communauté, parce que c'est important à chaque fois. Moi, c'est le contraire. Ça me fait très peur d'appartenir à une communauté, qu'elle soit de pensée ou artistique ou esthétique. Ça me fait très peur. Du coup, voilà. Du coup, à chaque fois que j'entame un projet, je, je me connecte avec tous les arts, pas seulement le cinéma, pour justement trouver des inspirations qui ne sont pas purement cinématographiques. Et que moi, ensuite, je vais essayer de- d'incarner cinématographiquement, mais à ma sauce. Voilà. Le film Abu Leila, ce qu'il est aujourd'hui, c'est exactement ce que tu voulais. Non, jamais. C'est jamais parfaitement le reflet. Moi, surtout me concernant, je suis toujours très déçu, je me dis toujours qu'il y avait moyen de faire mieux, mais sincèrement, il l'est à 80%, oui. Il l'est à 80%. Je voulais vraiment faire un film comme ça, très baroque, très épuisant par moments aussi, euh, qui est totalement basé sur l'évolution émotionnelle des personnages et absolument pas sur l'évolution narrative. Donc ça, je pense que c'est réussi, pour le meilleur et pour le pire, évidemment. Hein. Tu peux aussi trouver que c'est complètement raté, ça. Mais ta question est vraiment, est-ce que je me suis rapproché de ma vision de départ, c'est ça. Et, euh, et oui, plutôt, plutôt. Parce que la vision de départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était injecter de la vie dans un film qui était aussi très conceptuel. Et je suis très content notamment du travail avec les acteurs. Moi, c'est exactement ce que je voulais, tu vois. Je voulais vraiment des acteurs qui jouent à fond, qui jouent vraiment l'émotion, qui viennent un peu contrebalancer le côté très froid du film. Et, euh, et pour ça, oui, je peux pas dire que j'ai pas eu ce que je voulais. C'est pas possible. Maintenant, beaucoup de choses auraient pu être mieux pensées peut-être, mieux faites, je sais pas. Je serais toujours un peu déçu, oui. Mais Mais disons que oui, je me suis approché au maximum de la vision de départ. Ouais. elle est étonnante quand Miraculeuse. même, miraculeusement. Mais elle est Ouais, étonnante comme, miraculeuse. elle est étonnante quand même ta direction d'acteur. Elle est Ah, étonnante, hein. tu trouves? Elle est étonnante parce que je te suis hein, depuis le début et je n'aurais jamais pensé que ça pouvait exister, ça. Je veux dire, dans ta manière de voir les choses, hein. Elle est étonnante, cette direction d'acteur. Je On comprends dit, très bien. on dit souvent, Slimane Benouari, Ilyes Salem sont de très bons comédiens. Certes, ils le sont. Il n'y a rien à dire là-dessus. Slimane, je ne le connaissais pas, j'ai découvert. Yes, dire que c'est un très bon comédien, c'est un pléonasme. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Et, mais je fais un peu partie de cette école un peu réactionnaire qui dit que s'ils sont bons, c'est parce qu'il y a aussi quelqu'un derrière la caméra. Et donc, c'est plutôt la personne derrière la caméra qui est un bon directeur d'acteur. Et jamais j'aurais pensé, honte sur moi, parce que ayant vu tes derniers films, enfin tes Absolument. précédents films, Oui, oui. ma question est très conne, très simple, très basique. C'est même plus une question d'un journaliste, c'est vraiment une question de quelqu'un qui a envie peut-être de faire des films. Comment on arrive à ça? Comment on dirige ces gens-là? Comment ça se passe tout ça? Est-ce que parce qu'ils sont amoureux de toi et qu'ils veulent donner un milliard de choses? Comment on arrivait à cela, à cette osmose-là? Question très théorique, j'en suis conscient, mais Déjà, tu as parfaitement raison. Je comprends très bien que tu fus surpris, quoi. C'est parce que moi-même, j'ai fait un gros travail sur moi. J'ai envie de te dire que c'est le résultat auquel j'ai toujours voulu, que j'ai toujours voulu atteindre, mais je n'osais pas. Voilà, j'étais trop timide. Je pense que tous mes courts-métrages, c'était des essais, des répétitions, de quelqu'un de vraiment trop timide pour tout exprimer ou pour tenter l'émotion à l'écran, etc. J'avais tenté ça dans Demain Alger, mais ça restait quand même assez froid. Moi, mon but dans Demain Alger, c'était vraiment de faire jouer des jeunes. Vraiment, je l'avoue, hein, je le dis. C'est pour ça que visuellement, c'est un film très simple. D'abord, parce que j'avais pas le temps. Ça, on va pas se mentir, on avait très peu de temps. C'était un tournage très resserré dans le temps.
Mais moi, ce qui m'importait, c'était filmer leur gueule. Voilà. Je voulais juste filmer leur gueule. C'est ça qu'il y a beaucoup de gros plans, que visuellement, c'est pas hyper intéressant. Euh, mais voilà, c'était pas assez pour moi. Je pense que j'ai très frustré, que ce soit dans Lille ou dans Serial K, mes courts-métrages suivants. Euh, oui, j'étais intimidé. Voilà. J'étais intimidé, j'étais dépassé par mon propre concept. C'était des films qui appelaient la froideur naturellement. Et ça ne me dérangeait pas de l'explorer parce que je savais que c'était un aspect qui serait très important par la suite. Et on le retrouve dans Abou Leila aussi, cet aspect. Mais ce que je veux te dire, c'est que on y arrive déjà avec une envie de départ. C'est-à-dire, moi, j'avais vraiment envie de faire jouer des acteurs. J'avais envie d'aller sur ce terrain-là, de ne jamais sacrifier, euh, comment dire, l'émotion de ces acteurs pour les idées que je voulais développer dans le film. C'est eux qui devaient porter ces idées. Et ils devaient les rendre vivantes, ces idées. Ils ne devaient pas les porter d'une manière froide. Ça ne devait pas être des incarnations d'idées. Voilà. Ça, je ne voulais pas. Et dès l'instant où tu as cette obsession en tête, où tu te dis attention, c'est ça le piège dans lequel je ne veux pas tomber, bah écoute, le travail se fait ensuite tout seul, quoi. Et tu as raison de dire que c'est une question d'amour ensuite. Moi, je suis amoureux de mes acteurs à chaque fois, qu'ils soient hommes ou femmes, aucune importance. Je suis amoureux d'eux. Voilà, c'est arrivé avec les acteurs de Madjé. C'est arrivé par la suite avec Samuel Hakim sur Serial K, avec Kader Afak aussi, Oui. sur Lille. J'ai vraiment eu des coups de foudre pour ces gens-là et j'ai pas envie de m'avancer, de parler à leur place. J'ai l'impression que c'était réciproque. Euh, j'ai l'impression que c'était réciproque. Il y a eu un coup de foudre réciproque et que j'ai toujours eu la chance d'avoir eu des acteurs qui ont aimé le scénario, le projet. Et dès l'instant où ils aiment le projet, le scénario, ils te font confiance. C'est-à-dire, ils vont aller dans ta direction. Même si, bien sûr, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des interactions un peu, comment dire, où ils essayent vraiment de comprendre ma pensée, où ils peuvent un peu même me pousser un peu dans mes retranchements. Moi, j'adore ça, c'est génial, parce que c'est là où le travail commence à se faire. Donc, c'est un travail de groupe. Tous les trois, on a d'abord eu ce coup de foudre, ensuite, on a eu donc cette confiance qui s'est installée, et on a travaillé surtout avant le tournage, on a beaucoup parlé. Travailler, c'est pas répéter. Moi, j'ai pas du tout répété avec eux, j'ai pas du tout. C'était vraiment une discussion sur le sens du film et scène par scène. Vraiment, on a fait tout le scénario pendant 3 jours. Ils ont pris énormément de notes. Ils m'ont posé énormément de questions et du coup, ça m'a permis moi aussi d'être sûr de ce que je voulais dire, de ce que je voulais. C'est vraiment un plaisir. Et puis c'était aussi la première fois que je travaillais aussi longtemps avec des acteurs. Tu vois, c'est la première fois que je faisais un long métrage. C'est la première fois que j'avais autant de scènes à travailler avec des acteurs et des acteurs professionnels. Même si Slimane n'a pas fait beaucoup de cinéma, ça reste un acteur de théâtre qui est consciencieux, qui sait que ça demande du travail, qui sait que ça demande de la concentration. Et ils ont vraiment fait ce travail. C'est vraiment des rôles de composition qu'ils ont créés. Tu vois. Eliès aussi était. Enfin, c'était magnifique de le voir aller sur des terrains qu'il n'avait pas forcément l'habitude d'explorer. Et de se transcender d'une certaine façon, y compris sur des scènes où au début il n'était pas sûr, il ne savait pas s'il pouvait aller aussi loin dans le jeu, etc. Et mon travail a vraiment été de les rassurer, de les pousser à aller le plus loin possible. Comme dans la scène, par exemple, il y a une scène de cauchemar entre les deux. Tu vois, je les ai vraiment poussés à jouer limite à aller presque dans une espèce de surjeu, parce que c'est un cauchemar et que tout doit être démultiplié, exagéré. Et voilà. Est-ce que parce que ces deux acteurs enfin les deux personnages sont très importants, c'est un binôme dans le film. Est-ce que très très vite la complicité s'est installée entre eux? Il y a eu parce que j'imagine qu'ils ont peut-être pas forcément la même manière de jouer, peut-être. Et donc Absolument. je voulais savoir comment. Je connais pas bien Slimane, je l'ai jamais vu sur scène. Je connais beaucoup plus Yes. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette impression qu'ils ont peut-être pas forcément les mêmes manières de jouer et comment ça s'est passé en fait cette rencontre. Bah écoute, ça s'est très très bien passé. Moi, j'avais très peur de ça. Et je t'avoue que le casting a été une phase très très longue. Parce que ça va avec en fait. Parce que le casting, il fallait non seulement trouver des acteurs capables de jouer des rôles aussi. Parce que vraiment, comment c'était écrit, c'était vraiment complexe à jouer.
Parce que déjà pour jouer ces rôles-là, il fallait les comprendre parfaitement. Donc je savais dès le départ que je pourrais moins faire ce que j'ai toujours fait. J'ai essayé, hein, mais je pouvais moins trouver des gens qui n'avaient jamais joué de leur vie, dont ce serait la première expérience. Je pensais vraiment qu'il me fallait des gens qui avaient plus l'habitude de travailler des personnages, etc. J'ai quand même essayé, j'ai fait un très très long casting, comme j'ai l'habitude, pendant 1 an et demi, moi-même, c'est-à-dire j'ai vu chaque personne, enfin ou presque. Vers la fin, j'ai eu un peu d'aide, évidemment, hein, j'ai eu des gens qui m'ont ramené des candidats, etc. Mais je tenais à voir chaque personne. Et malheureusement, je t'avoue que par exemple pour le rôle de l'autre fille, je n'ai vraiment trouvé personne. C'était impossible de faire jouer ça par quelqu'un d'autre que l'IS en fait. C'est-à-dire, je me suis vraiment retrouvé dans la situation où ça ne pouvait être que lui. Je n'arrivais pas à imaginer quelqu'un d'autre. Donc, une fois que ça s'était posé, il fallait que je trouve son acolyte, il fallait que je trouve quelqu'un qui non seulement physiquement, pour des questions d'âge aussi, etc., collait avec l'IS, mais aussi j'avais très peur de l'entente entre les deux, parce que je savais qu'il fallait que cette entente se crée en dehors du plateau. Et sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils se sont rencontrés sans moi. Je tenais à ce que ce soit sans moi. Ils se sont rencontrés. Je n'étais pas là quand ils se sont rencontrés la première fois. Ils sont allés prendre un café. Ils m'ont envoyé des photos et tout. Voilà, on est ensemble, etc. Et ça s'est super bien passé tout de suite entre vraiment. Il y a eu une connexion très rapide. D'abord parce que Slimane admirait déjà un peu l'IS. Enfin, il trouvait déjà que c'était un grand acteur. Donc c'est un plaisir pour lui d'être confronté à lui, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir aussi, peut-être, hein, je sais pas, je veux pas parler à sa place, c'est très difficile de parler à la place des gens, mais je pense qu'il y avait un désir pour lui aussi euh, de voir quelqu'un jouer euh, au cinéma, tu vois, c'est-à-dire de voir un acteur de cinéma jouer. Parce que lui, c'était plutôt le théâtre, son truc. Et donc, il avait une manière, effectivement, de jouer, de préparer ses rôles, où il y avait des petits restes, tu sais, de théâtralité. Et ça, il a fallu un peu les effacer. C'était ça le travail avec Slimane. Mais la grande qualité de Slimane, c'est qu'il est vraiment capable de. C'est vraiment extraordinaire. Je dirais presque qu'il manipule ses émotions. Il arrive à aller très profondément en lui-même, très rapidement, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. L'IS aussi est quelqu'un de très sensible. Et c'est ça que j'aime chez eux aussi. Et donc, il est vraiment capable d'aller chercher des choses très, très violentes, très, très fortes, qu'il faut un peu atténuer, tu vois, pour que ça passe bien à l'écran. Mais en même temps, c'était un peu ma demande aussi. C'était qu'il puisse vraiment aller très, très loin dans les émotions. L'IS, quant à lui, est quelqu'un qui a beaucoup plus l'habitude de la caméra. Donc, c'est quelqu'un qui a une technique incroyable, en fait, sur un plateau. Il se place magnifiquement bien. On ne refait jamais une prise parce qu'il est mal placé. Il sait comment se comporter face à la caméra. Et ça, Slimane a dû un peu apprendre ces choses-là. Même s'il l'a appris très vite et que, pareil, hein, je trouve qu'il a été exemplaire. On dirait que c'est quelqu'un qui a joué dans 15 000 films. Et voilà, donc c'est cet équilibre qu'il fallait trouver entre diminuer un peu la théâtralité de l'un, peut-être pousser l'autre, l'IS, dans des zones de jeu qu'il n'avait pas forcément l'habitude d'explorer et qu'il avait vraiment envie d'explorer. C'est-à-dire c'était vraiment un désir de sa part. Et donc voilà, donc moi ensuite, j'ai rien eu à faire. Hein. Ils ont créé un lien très fort entre eux. Ils allaient sur le plateau ensemble, dans la voiture, pour tout de suite se mettre dans le bain. L'IS pouvait aussi avoir un comportement vis-à-vis de Slimane qui était celui de son personnage dans le film, c'est-à-dire comme un grand frère, tu vois. Donc voilà, ils sont un peu restés dans leur rôle, ils se sont vraiment appréciés, et franchement, j'ai rien eu à faire en fait. J'ai rien eu à faire. Mon seul travail concernant ce point-là, c'était de les choisir, c'est tout. De choisir ces deux personnes en casting, et puis ensuite, voilà, leur rapport, enfin, leur relation s'est nouée d'elle-même. Ton récit dure à peu près 130 minutes, 132 minutes. Et effectivement, dans ce récit, il y a deux personnages importants que sont l'autre fille jouée par Yes Salem et S jouée par Slimane Benouari. Et ce qui est aussi Voilà. intéressant dans la construction de ton récit et dans l'avancée de l'histoire, c'est qu'à aucun moment il y aurait cette proportion à voir un personnage qui
qui s'efface progressivement pour laisser place à l'autre qui a plus de poids et où tout passe par. Non, et c'est ça qui est assez balèze, c'est que le film, enfin, le récit leur donne raison à tous les deux et les laisse tous les deux aussi évoluer et voire même quand il y a une partie où effectivement le film s'intéresse un petit peu plus à Souleymane Benouari, eh bien, il y a parfois des incrustations de l'autre personnage. Et j'ai cette impression que ça, c'était quelque chose qui était à la base voulu par toi dès le départ. C'est qu'il n'y ait pas de forte Absolument. séparation. Absolument, absolument. Oui, il y a vraiment deux protagonistes principaux, comme on dit. Il n'y a pas de. Parce que pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. C'est vraiment la même Hmm. chose. C'est deux personnes en train de fuir. C'est juste que ils ont une manière de penser, une psychologie tellement différente que ça s'exprime totalement différemment et avec une temporalité différente. C'est-à-dire, on a un personnage qui, dès le début du film, est déjà mort d'une certaine façon. Le personnage de Slimane, il est déjà mort. Il n'a pas de nom, il n'a pas Oui, de oui. on a beaucoup de mal à le situer, même son passé, alors que l'autre film, beaucoup plus. Même si on ne dit pas grand-chose du passé de l'autre film, mais je pense que on sent beaucoup plus son background que celui de S. Et voilà, c'est la seule différence. Mais sinon, il fallait les traiter euh, absolument de manière égale pour cette raison-là. C'est-à-dire, ils expriment la même idée à l'arrivée. Et à l'arrivée, ils se retrouvent dans le même cas de figure. C'est juste que, disons que le début du film, au début du film, S est déjà enfoncé dans son cauchemar intérieur. L'autre fille aussi, mais il ne le sait pas, il se ment à lui-même. Les deux s'accrochent l'un à l'autre pour les mêmes raisons à l'arrivée, mais disons pour des raisons superficielles différentes. C'est-à-dire, il y en a un qui suit l'autre, alors que l'autre fille suit S, alors que S est visiblement fou, parce que lui aussi cherche des réponses, lui aussi a besoin d'une excuse pour fuir Alger. Lui qui est obligé aussi en même temps de garder sa stature, c'est-à-dire de faire le grand frère, de jouer le rôle du grand frère, de jouer celui qui supporte toute cette violence, alors que l'autre assume le fait qu'il ne peut pas. Voilà, il ne peut plus. C'est pas qu'il assume, son corps le commande plus qu'autre chose. C'est-à-dire son corps est déjà fatigué, son corps est déjà, c'est déjà celui d'un zombie, d'un fantôme. Mais à la fin du film, l'autre fille se retrouve dans la même situation que S. C'est juste que c'est à la fin du film. Il lui a fallu le film pour le comprendre, pour en arriver là, à cette chute définitive. Et on comprend bien que l'horizon est bouché pour lui, il va repartir dans le cycle de la violence parce qu'il n'a pas d'autre fonction. Tant que le contexte est ce qu'il est, ces deux personnages n'ont pas d'autre fonction. L'un de mourir, l'autre de tuer. Voilà. En gros. Et en même temps, ça s'inverse, parce que celui qui est déjà mort va finir par tuer aussi. Celui qui a l'habitude de tuer, ben, on sent bien qu'il arrive au bout de ce processus-là. Ça y est, il, a, il est fatigué de tuer aussi, parce que c'est son métier. Et donc, fallait les traiter de manière totalement égale, effectivement, y compris en termes de temps de présence dans le film. Bon, ensuite, j'étais pas là à calculer avec un chronomètre, je fais jamais ça. Hein. Oui. Quelque chose de très très instinctif. Des fois, je fais rarement des plans, des trucs comme ça, mais c'est Il y a dans ton film des séquences extrêmement cauchemardesques. Là encore, une fois de plus, assez surpris de les voir dans ta filmographie. Et en même temps, avec le recul, on comprend aussi, mais vraiment des séquences terriblement dures, visuellement et psychologiquement. Et il y a aussi d'autres moments qui sont assez, c'est des instantanés comme ça, des fulgurances, où la parole est extrêmement dure, voire même peut-être un peu plus dure que le visuel que nous voyons dans d'autres séquences. Je pense par exemple à deux moments. Un plan que j'ai trouvé fascinant de cruauté et en même temps très poétique, où un moment dans le film, je crois, si je me trompe pas, c'est les 30 ou les 30 premières minutes du film. Nos deux héros sont en voiture. La voiture roule sur une route complètement désertique et ils croisent. Il y a eu un accident. Et l'un des deux décide d'aller secourir ce couple qui va peut-être perdre son enfant. À ce moment-là, il y a un flic joué par Sami El-Hakim qui est juste extraordinaire. Mais là aussi, ce serait un pléonasme de dire que Sami El-Hakim est extraordinaire. Voilà, absolument. exactement. Et s'ensuit une conversation entre Samir, Hakim et Yes Salem. Yes Salem lui explique qu'il faut absolument qu'il reparte et on comprend qu'il a réussi à le convaincre. Ils repartent, reste le flic et ce couple et cet enfant. Et puis l'adjoint du flic vient le voir et lui dit le gosse est mort. Et là, il y a un plan, un cadre fascinant, très surréaliste,
sur c'est pas un gros plan, mais c'est plutôt un plan Non. américain. Et Sami Al-Hakim, à un moment, on l'a connu très cynique pendant 5 minutes, et là, Exactement. il redevient Exactement. humain, et Exactement. il dit une phrase qui est assez, assez forte, hein. Et en parlant de l'enfant qui vient de mourir, il dit il a de la chance. Absolument. Ce film est là pour, comment dire, pour incarner une période. C'est très difficile de le faire sans tomber dans une espèce de symbolisme Hmm. débile, merdique. Cette scène incarne la période, voilà, d'une manière complètement indirecte. Enfin, j'espère en tout cas que c'est pas trop appuyé, on va dire, mais ça incarne le nihilisme en fait de cette période, la banalité de la mort, le fait que voilà, vérifier les papiers de deux connards sur une route est plus important que d'aller voir si l'enfant est mort ou pas, parce que le flic est blasé, c'est la vision de la mort. Et en même temps, je trouvais ça super intéressant de mettre en parallèle le fait que, parce que c'est ma pensée profonde en fait, c'est-à-dire que oui, il y a du terrorisme, il y a des gens qui se font tuer, etc. Mais ce que le flic dit au personnage de l'IS à ce moment-là, c'est que la mort est horrible quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que lui, il est dans un endroit où il n'y a pas de terrorisme, mais en fait, il assiste à une autre forme de terrorisme. Il voit des morts tous les jours sur la route. Et donc, lui, exactement comme l'IS, s'est habitué à la banalité de la mort, en fait, et de la violence. Et quand il dit le gamin a de la chance de mourir, bon, déjà, je peux pas. Alors, c'est dur quand on me pose des questions sur cette scène parce que, déjà, cette scène, comment dire, il y a des choses très personnelles, en fait, chez moi. C'est des choses très, très personnelles. C'est-à-dire que, très indirectement, en sous-texte, il y a des choses qui me concernent directement dont je ne parlerai jamais, y compris maintenant avec toi. Je n'en parlerai jamais. Quoi. Je ne l'ai pas tourné pour en parler, en fait. Je l'ai tourné parce que j'avais besoin de tourner cette scène de cette façon. Euh, mais mais c'est exactement ça, et je trouve il a magnifiquement bien joué cette phrase, parce je trouve que c'était très dur à jouer. Juste une petite phrase de merde, c'était très dur à jouer, il l'a fait super bien, parce qu'il ne devait pas appuyer trop, il devait montrer justement le fait qu'il était blasé, mais qu'en même temps, ça le touchait quand même. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, on est touché par ça. Et pour moi, dire ce gamin a de la chance de mourir, c'est à la fois donc montrer ce nihilisme, mais en même temps, paradoxalement et indirectement, ça montre à quel point le personnage continue à être touché par tout ça. Parce que c'est la phrase de quelqu'un qui est touché par cette mort, en fait. C'est quelqu'un qui, pas quelqu'un qui s'en fout de cette mort. Il est touché par cette mort, mais il accepte le fait qu'elle est banale en même temps. Et, euh, et tout ça, il fallait que Samuel puisse l'exprimer en une phrase, un regard, une gestuelle, et voilà. Et, euh, et moi, je trouve que, voilà, pour avoir fait ça, c'est un grand acteur, effectivement. Enfin, personnellement, je ne m'attendais pas à avoir un rendu pareil, ces phrases-là. Excuse-moi, je détourne un peu le sujet, peut-être, parce que Non, 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 précisément, du on parle tout. de choses un peu Mhm. personnelles, donc je reviens, tu vois, à des choses techniques à la con, parce que Il est, je pourrais pas te parler de cette scène de manière parfaite. C'est ça qui est terrible. Je suis trop mais intimidé pour en parler, en fait, encore. tu l'as filmé, c'est déjà ça. Voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas forcément un lien un lien d'origine avec ce pays, peut aussi peut-être, je pense, se réapproprier ce récit parce que c'est un récit tiroir qui touche à pas mal de choses. Et puis il y en a comme moi, par exemple, qui, oui, qui connaissent deux, trois petites choses sur cette période-là de l'Algérie. Et est-ce que l'émotion est plus forte? Je ne pense pas que l'émotion est plus forte, mais la distance peut-être elle est moins grande, on va dire. Ouais, ouais. Et Ouais. mais en même temps, c'est du cinéma. Et il y a un moment, j'oublie qu'on est en Algérie parce que je sais aussi que tu es un cinéaste qui refuse de compartimenter. Absolument. Qui refuse la notion de Ouais. compartimenter les choses. Ouais. Et mais tu vois, par exemple, je vois la séquence d'ouverture, je vois ce pauvre garçon qui va se faire assassiner, qui est joué par Adèle Midi, qui est journaliste et romancier, et qui, Ah, pour la petite confidence, a été mon patron pendant quelques années. Donc c'est qui m'a appris pas mal de choses dans le journalisme, et je lui ai toujours trouvé une ressemblance avec Tahar Djaout. Donc tu vois, et donc tu nous dis en gros à nous spectateurs. Les choses sont là, vous en faites ce que vous voulez.
Absolument. vous aurez les mêmes émotions que moi quand j'ai peut-être défini à ce moment-là cette séquence et qui n'aura certainement rien à voir avec ce que vous pensez, hein. Et je trouve ça finalement assez universel et très beau. Et c'est à partir de l'assassinat donc de cet homme que tu notifies que là on est en 94 à Alger. Et donc Absolument. et on commence à suivre ces deux personnages qui évoluent comme ça dans le désert et puis qui rencontrent des gens et puis on comprend pas mal de choses. Et à la fin, on comprend énormément de choses et en même temps, on s'en fout un peu parce On que s'en fout. on a été traversé Absolument. par quelque chose. Et donc, Absolument. comme je te disais, il y a des moments très très durs visuellement. Et il y avait un autre moment qui pour moi a été assez... Oui, il y a aussi des petites clés, des indices. Par exemple, la photographe campée par la talentueuse comédienne Mariam Etchkan. Bon, ça me renvoie aussi à quelque chose que je peux connaître parce que je connais un peu cette histoire-là aussi, mais à regretter Nasser Mechkan qui était lui aussi photographe. Ouais. Et d'ailleurs, je voudrais te poser cette question. Il y a une photographie à un moment dans le film. Est-ce que c'est une photo qui vient de Nasser ou c'est une autre photo qui a été prise? Il y a un Alors, moment une laquelle? photo. Alors c'est une photo du journal. Tu sais, ils sont dans le café, dans le bar. Ah oui, 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 oui. Non, non, elle a été. Non, non, non. Celle-là, on l'a prise nous-mêmes. Parce que je la connaissais pas, je me suis dit, tiens, est-ce Non, que pas ça a du un tout. lien? Non, non, ça D'accord. a été pris spécialement pour le film. Par contre, j'ai un grand regret, et j'en parle souvent. J'ai dû couper des scènes à la fin du film parce que vraiment, ça alourdissait le propos et c'est totalement de ma faute. C'est dans la construction du scénario où il y a eu une grande erreur et il y avait une très belle scène. Enfin, j'y tenais beaucoup, malheureusement, j'ai dû la couper, où on voyait des photos de Nasser, effectivement. Des photos Ah donc, inédites de Nasser de cette période, des photos mais magnifiques, enfin magnifiques, horribles, enfin oui, oui, ce qu'elle on montre horrible, comprend. mais extraordinaire photo, vraiment il avait un talent incroyable. Et je trouvais ça magnifique de lui rendre hommage à lui, je trouvais ça magnifique d'avoir sa fille dans le film, même si bien évidemment, comme on le sait, elle se suffit à elle-même, hein. Oui, elle est Voilà. comédienne, elle n'est pas Elle que est la fille comédienne, Oui, exactement. bien Elle sûr, bien apporte sûr. des choses extraordinaires, déjà, de par son vécu aussi, de sa psychologie. Moi, je choisis aussi des gens, je ne choisis pas que des acteurs. Et pareil, avec Myriam, elle aussi, elle a eu beaucoup d'émotions à tourner ce film, ça lui a apporté beaucoup. Et moi, j'adore ça, quand le film rejoint les petites histoires des gens qui participent, je trouve ça plutôt bien. Donc, quand on a tourné cette scène, on avait tous les deux beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est l'un de mes grands regrets de l'avoir coupé. Mais à un moment donné, c'est ça un film. C'est le film qui prime. C'est pas ce que tu penses de telle ou telle scène. Moi, si j'avais pu, j'aurais gardé toutes les scènes. Mais voilà. Donc ça, c'est un regret. Ce qui fait que son personnage, du coup, il est peut-être un peu moins présent dans le film que ce que j'aurais souhaité au départ. Mais voilà. Tout ça pour te dire Oui, que, mais que, que dommage, quoi. Dommage. Il aurait pu y avoir Nasser aussi dans ce film avec ses photos et son témoignage de cette époque. Parce que je vais te dire, le concept du film, n'oublions pas, enfin le concept, encore une fois, il faut arrêter avec ce mot que j'aime pas trop. Mais disons, le point de départ du film, c'était aussi de ne pas montrer les choses directement, de ne pas montrer Alger, de ne pas montrer, de nous montrer Alger et, euh, et disons le terrorisme islamiste en lui-même que lors de la première scène. Parce que c'est de ma responsabilité de montrer que cet homme a réellement tué. Je peux pas, parce que sinon le film aurait dit ça n'a jamais existé. Mais le terrorisme, en fait, c'est une illusion. C'est tombé dans la tu- théorie du complot, tu sais, de qui tue qui. Alors que le film montre une complexité de la situation. Mais j'étais obligé de le montrer tuer. À part cette scène-là, il n'y a pas d'image telle qu'on les voit d'habitude, d'Alger, de barbus en train de manifester, etc., etc. Parce que le point de vue, le film parle de violence, il ne parle pas de terrorisme islamiste en particulier. Ça m'intéressait pas du tout d'axer sur ça. Par contre, en revanche, je trouvais ça génial que dans une scène au milieu du désert, en fait, pour te décrire rapidement, c'était une scène où Myriam montrait à l'un des Touaregs ses photos. C'est comme si c'était ses photos à elle, tu vois, les photos de Nasser. Et c'était le seul moment où on avait une espèce c'était très bizarre parce que tu avais une espèce de comment dire, d'incursion de ce qui se passait vraiment dans le Nord, ce dont le film parle sans jamais le montrer, dans le désert, dans ce contexte-là. Pour moi, c'est quelque chose de très frappant. Et le fait d'enlever cette scène, ben, du coup, effectivement, ça rend le film plus cohérent d'une certaine façon. Parce que le film, c'est ça. C'est ne jamais montrer frontalement les choses et du coup atteindre une certaine vérité. C'est-à-dire
dire non à la reconstitution et oui à la vérité, si tu veux. Mais pour revenir à cette photographe campée par Myriam Etchkan, il y a quand même un plan fascinant aussi pour le coup, c'est pratiquement vers la fin quand l'un de ces deux guides trouve la mort. J'essaie vraiment de ne pas tout dire. Non pas parce que l'art, je m'en fous un peu de spoiler ou pas, mais ce serait vraiment ridicule de dévoiler certaines choses, je pense. Même si ce n'est pas forcément, selon moi, l'idée même du film, mais ce serait con. Alors donc c'est Oui, je pour suis ça que d'accord. Je suis d'accord. j'essaie d'être un peu dans le mystère. Je trouverais ça. Moi, en tout cas, moi, j'ai été très content qu'on ne me l'ait pas dit la première fois que je l'ai vu. Donc je me mets à la place du spectateur ou de la spectatrice qui le découvrirait. Et donc il y a un plan assez incroyable où l'un des deux guides est mort, allongé sur le sable, et elle est triste, elle est perturbée pour plein de raisons. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une photo. Absolument. Alors, pareil, dans la scène dont on parlait qui a été coupée, euh, en fait, il y a un échange avec le Tergui qui meurt justement et il lui demande si un jour elle le prendra en photo, lui, tu vois. Et il lui dit un truc du genre, est-ce que et moi je suis pas assez beau pour que tu me prennes en photo, un truc comme ça. En tout cas, la con, peut-être un peu de dragueur, tu sais. Et c'est totalement lié à ça, c'est-à-dire que le film raconte avant tout des personnages qui ne peuvent pas sortir de ce contexte violent, qui sont toujours ramenés au contexte. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pour ça que je te dis que les questions de terrorisme islamiste, tout ça pour moi, c'est secondaire. C'est pas des choses qui m'intéressent en premier lieu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'être un être humain dans un contexte violent. Comment on peut évoluer philosophiquement en tant qu'être humain, artistiquement, psychologiquement, etc., etc., socialement, tout ce que tu veux. Et Myriam, comme les deux autres personnages, ne peut pas être autre chose qu'une personne qui photographie ou filme la mort, en fait. Quand elle part dans le désert, mais pareil, j'explicite pas du tout son passé, mais bon, c'est tracé rapidement. Quand elle va dans le désert, c'est pour photographier le désert, pour photographier autre chose que des cadavres. Elle fait la même chose que les deux autres personnages. Elle fuit un contexte violent où il n'y a rien d'autre à faire que de filmer ou de voir la violence ou de la subir pour autre chose. Et malgré tout, elle est ramenée à ça. Et donc à la fin, c'est comme une espèce d'aveu. Eh ben oui, je vais photographier cet homme mort parce que je ne peux rien faire d'autre pour l'instant. Tout simplement, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de terrible. Il y a un moment, c'est la toute fin du film, et comme tu l'as dit d'ailleurs un moment dans la conversation, tu expliquais que le personnage de l'autre fille, vers la fin, finalement devenait celui qui errait incertain, Ouais. tel un fantôme. Et en voix off, on comprend qu'il a été interrogé je crois par le flic d'ailleurs que joue Samir El Hakim, si j'ai reconnu la voix. Je sais pas si c'est Absolument lui. pas. C'est pas Non, non, lui. pas du tout. On ne sait pas du D'accord. tout. Il a été interrogé par un gendarme après la scène dans l'hôtel, quoi. C'est ça. D'accord, ok, autant pour moi. Mais justement, je précise pas aucune importance, en fait. Ouais. Et donc, et puis bon, il l'interroge sur ce qui s'est passé et à un moment, il lui dit, enfin, le gendarme dit à l'autre fille, il lui dit, il faudrait peut-être que tu fasses gaffe à ne pas perdre ta jambe avant la prochaine guerre. En fait, il lui dit, t'as un pied dedans. T'as un pied J'espère que tu dedans. penseras à te couper la jambe avant d'en déclencher. T'as un pied dans la guerre. Et quand elle sera finie, j'espère que tu penseras à te couper la jambe pour ne pas en déclencher une nouvelle. Ouais. Pour ne pas en déclencher une nouvelle. Oui, c'est plutôt ça. C'est ça. C'est-à-dire C'est quelle dur. trace il va garder de tout ça et quelle trace tout ce peuple va garder de tout ça, effectivement. Est-ce que. Enfin, oui, je sais pas. Tu sais, ça, c'est des choses. Ça qui est terrible quand on fait un film pour ne pas avoir à parler des choses. Parce que justement, moi, je crois vraiment beaucoup au pouvoir du cinéma, dans le sens où, pour moi, le cinéma, c'est comme les symboles de l'ancien temps, tu sais. C'est-à-dire que on peut exprimer des idées complexes juste avec des images, juste avec des tronches, juste avec des expressions, etc. Donc pour moi, cette phrase, elle ouvre plein de pistes différentes. J'aurais du mal aujourd'hui à te dire exactement vers quoi ça mène, mais c'est évident que ça a un lien avec le futur du pays, avec le futur de ces hommes aussi, qui ont tellement subi qu'ils peuvent effectivement garder ça en eux et perpétuer ça avec le temps. Et c'est un film aussi sur le traumatisme, tout simplement. Le traumatisme qui n'a pas été pris en charge, notamment celui des flics, hein, si on doit parler concret, un peu plus, de manière un peu plus réelle.
voilà, c'est tous ces flics que j'ai rencontrés qui étaient encore dans ce traumatisme-là, et moi, ça me touche beaucoup, ça. C'est des choses qui me touchent énormément. Et pour moi, c'est vraiment des personnages qui me rendent triste d'une certaine façon. C'est perdu d'avance, quoi. Moi, c'est vraiment ça que je ressentais dans les années 90. Ce film est un film totalement personnel. C'est vraiment le film de quelqu'un qui était adolescent dans ces années-là. Hmm. Quelqu'un qui sentait une espèce de prison, de- d'enfermement. Et je trouvais ça magnifique de parler d'enfermement dans un espace aussi vaste que le désert. Je trouvais que ça racontait beaucoup de choses. Oui, il y a un espace vaste, mais on est enfermé quand même. Et cet espace vaste est à jamais, pas à jamais, pardon, mais est pour l'instant, jusqu'à ce que tout ça passe, pour l'instant, c'est le seul, c'est inaccessible. Tu vois. C'est un horizon qui est inaccessible. On n'a pas le droit aux vastes espaces de la pensée. On a le droit qu'à cet enfermement de la violence qui enferme la pensée, oui, qui enferme euh, la volonté de puissance, on va dire, comme dirait Nietzsche. Donc voilà, c'est ce qu'exprime le personnage de Lotfi à la fin, et c'est pour ça qu'il. Moi, j'ai trouvé ça très beau. D'ailleurs, c'est une grande discussion avec Lotfi, avec l'IS. C'est une grande discussion, et j'avais réussi à le convaincre à l'arrivée que c'était à ce moment-là qu'il devait pleurer. C'est pas en voyant le corps de son ami, c'est en voyant son ami qu'il suit du coup parce qu'il est perdu, il le suit, il suit un fantôme qui le mène à une arme, qui le mène à cette chose-là qui le définira toujours. Tu vois, c'est là où il pleure en fait. Il pleure parce qu'il ne peut pas aller au-delà de ça. Tu vois. Il se rend compte de cet enfermement, de son rôle, de tenir un flingue. Son rôle de porte-flingue en fait. Et c'est ça qui l'émeut, qui le déchire à la fin. Tu vois. C'est ça que les gens pourraient ne pas comprendre d'ailleurs, ce truc-là. Mais moi, c'est totalement l'idée que je voulais exprimer. Parce que c'est ça le plus important. C'est comment on se définit en tant qu'être humain et comment le contexte nous définit et nous enferme. Voilà. On en sort indemne d'un projet comme celui-ci. Écoute, pareil, c'est des choses qui sont tellement personnelles, j'ai beaucoup de mal à parler de ça, mais beaucoup de choses sont personnelles dans le film, mais totalement cachées, on va dire. Enfouies sous des couches de narration et de scènes. Et moi, j'ai vécu beaucoup de choses, comment dire, cathartiques pendant ce tournage. Il y a des scènes vraiment, plutôt en les tournant, si tu veux. Mais une fois qu'elles étaient tournées, non, ça allait, tu vois, ça allait. Donc c'est pas qu'on en sort, enfin oui, on en sort indemne, c'est qu'un film, hein, c'est rien. Mais, euh, mais ce qui importe, c'est vraiment comment dire, ce que ça t'apporte émotionnellement sur le moment, voilà. Et c'est pour ça que tu finis par tomber amoureux de tes acteurs, parce qu'ils t'ont apporté quelque chose dont tu avais besoin personnellement. Ils ont exprimé des choses que toi-même tu n'arrives pas à exprimer. Et du coup, il y a quelque chose de très fort qui se met en place. Mais c'est quelque chose dont je ne peux pas du tout parler. Là, c'est totalement personnel, tu vois. C'est totalement, c'est mon truc, tu vois. C'est pour moi, voilà. Et pour eux aussi, parce que j'ai senti que eux aussi déversaient des choses. Et on a vraiment déversé des choses ensemble, surtout sur les scènes très fortes émotionnellement. Hmm. Tu vois. C'est pas du fake, c'était pas du chiqué, c'était pas des gens qui essayaient d'impressionner la galerie, et ça, j'adore ça. On s'en foutait du résultat. Hein. On s'en foutait complètement de. Qu'importe, tu vois. On savait qu'on faisait un truc bizarre. On savait pas si ça allait. Moi, je savais pas si ça allait tenir. Je savais que j'étais sur le fil du rasoir tout le temps. Au montage, pareil. Mais je m'en foutais, sincèrement, je m'en foutais. Je tenais à faire un truc complètement libre, baroque, où les gens jouent à fond. Qu'importe si c'est pas dans l'air du temps, qu'importe si c'est pas assez intelligent, entre guillemets. Ça n'a aucune importance. Ce qui m'importait, c'était d'incarner des choses à l'écran. C'est pas d'avoir l'air intelligent. Je sais pas.